Messieurs, bonsoir et merci de suivre ce 20h à la une de l'actualité. Ce drame à Guédiawaye, 3 jeunes filles ont été noyées à la plage Malibu vendredi hier. Les corps ont été acheminés à l'hôpital Idrissa Pouye, ex-CTO. Vous entendrez un des maîtres nageurs dans ce journal. Le préfet de Dakar passe au crible certains bâtiments jugés vétustes. Aux Parcelles Assainies, les occupants ont été sommés immédiatement de quitter les lieux. Bientôt, le Festival international de jazz à Saint-Louis. Le comité d'organisation annonce de grands noms à venir ce 28 mai, ouverture du festival. En sport, le Sénégal s'arrête en demi-finale à la Coupe du monde de beach soccer. Une place sur le podium est visée aux Seychelles. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Ça s'est passé à Golfe Sud, noyade de 3 jeunes filles à la plage de Malibu à Guédiawaye. Un drame survenu hier vendredi. Les corps ont été acheminés à l'hôpital Idrissa Pouye, ex-CTO. Elles étaient plutôt en classe de 5e. Voici un des maîtres nageurs au micro de Salimata Diallo. Au niveau de la plage de Malika, nous alertons nous avons un cas de noyade. Nous avons fait les premières recherches. Le premier corps a été rejeté par les vagues. Le deuxième est ressorti quelques minutes après l'arrivée des sapeurs-pompiers. C'était vers 11 heures, mais les secours ont mis du temps à arriver sur les lieux. C'est 3 filles âgées de 13 à 15 ans. Nous continuons Elles ont tous perdu la vie. Équipés maîtres nageurs, nous faisons de permanent. Nous vous le disions en titre, suite à l'effondrement de l'immeuble Angor, le préfet de Dakar a effectué une visite dans plusieurs maisons en état de délabrement avancé. Le constat est alarmant, des fissures, des dalles fragilisées. Il a ordonné l'évacuation immédiate des occupants. C'est un reportage de Abdoulaye Diop. C'est une dalle fissurée au premier étage qui attire l'attention dans cette maison située aux Parcelles Assainies. Ce vendredi, le préfet de Dakar, accompagné des autorités municipales, s'est rendu sur place pour constater l'état de dégradation du bâtiment. On a vu que la dalle est vraiment menace de tomber. Et ils ont mis des étais en fer pour éviter que cette dalle tombe. Raison pour laquelle on se sent que c'est menace de ruine. Au deuxième étage, la situation est encore plus alarmante. La dalle est complètement délabrée. Pourtant, des occupants y vivent encore exposés à un risque réel d'effondrement. Vu la situation géographique des Parcelles Assainies vis-à-vis du littoral, des maisons sont menacées de ruines parce que vraiment ne peuvent plus supporter à l'érosion qui dégrade les particules. Dans cette commune, les maisons menacées en ruine sont nombreuses. Juste en face, une autre habitation montre les mêmes signes de danger. Ce qui a été décidé, c'est-à-dire on va faire une évacuation imminente, voilà, des habitants de la maison, parce que voilà, il faut vraiment, vaut mieux prévenir que guérir. Donc les habitants sont en train d'être évacués pour qu'on puisse vraiment fermer la maison et attendre vraiment un bureau de contrôle pour qu'il fasse son travail. Le préfet a exigé l'évacuation immédiate des lieux pour préserver la vie des occupants. Cependant, la mairie dit ne pas disposer des moyens nécessaires pour reloger les familles concernées. Mais avec l'accompagnement de la mairie, Inch'Allah, donc le maire n'est pas là, mais il est au courant de tout ce qui se passe actuellement. Donc on fera quelque chose vraiment dans le but de les accompagner et dans le but aussi de la solidarité, de la gouvernance locale. Des cas similaires sont régulièrement signalés aux Parcelles Assainies où des blessés sont parfois recensés. Le préfet a recommandé une intervention rapide du bureau de contrôle pour évacuer les risques et envisager une éventuelle réhabilitation.
Une course contre la montre s'engage pour éviter le pire dans une commune où l'habitat dégradé reste une bombe à retardement. Retour sur la conférence de presse tenue hier vendredi par l'APR. Les camarades de Seydou Gueye disent non au dialogue politique, non aux poursuites devant la Haute Cour de justice des procédures jugées politiques. En voici un extrait. À savoir, messieurs Mansour Faye, Ismaël Madior Fall, Moustapha Diop, mesdames Leïsani Diop et madame Aïssatou Sophie Gladima, avec une volonté assumée de les humilier, de les jeter en pâture et de prononcer la sentence de leur culpabilité définitive avant l'étape judiciaire de la Haute Cour de justice. L'Alliance pour la République exprime sa solidarité agissante aux anciens ministres mis en cause, ainsi qu'à tous les détenus politiques, l'honorable député Farba, le ministre Ladjo, Abdoulaye Ndiaye, Abdou Gueye, Assane Diouf pour ne citer que cela, et dénonce pour condamner avec la dernière énergie cette chronique annoncée d'un procès éminemment politique. Avec la même force, l'APR refuse que ces serviteurs de l'État soient érigés en trophée de guerre par un pouvoir qui n'a rien d'autre à offrir au grand peuple du Sénégal. L'Alliance pour la République fait confiance à la justice et l'appelle à faire preuve davantage d'objectivité, de neutralité, d'impartialité afin que le Sénégal reste cet état de droit reconnu par le monde et que nos compatriotes maintiennent leur confiance en la justice de leur pays parce que celle-ci aura été indépendante et aura rendu sa décision hors toute considération subjective ou politicienne. Sur le front socio-éducatif, le CUSEMS, cadre unitaire syndical du moyen secondaire, prévient l'État du Sénégal. La prochaine année scolaire risque de démarrer avec des perturbations si leur point de revendication qui découle de leur protocole d'accord n'est pas respecté. Ils rejettent le pacte de stabilité sociale. Le conseil syndical s'est réuni ce samedi. Plus de détails avec Arlan Sanba et Ahmadouba. Le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire, qui ne fait partie d'aucune centrale syndicale, dit ne pas être lié par la signature du pacte de stabilité sociale. Mieux, Ndongosar et ses camarades estiment qu'ils avaient déjà signé un pacte avec l'État du Sénégal, dont plusieurs points attendent d'être matérialisés. Nous avons honoré les nôtres, puisque quand on les a signés, nous avons repris. Maintenant, ce sont les gouvernants qui n'ont pas respecté leur engagement, malgré le dépassement des échéances qui étaient fixées. C'est d'abord le système de rémunération qu'il faut adresser. Les nouvelles autorités elles-mêmes ont dit lors de la campagne électorale que ce système était inéquitable. Il faudrait que vraiment les lignes bougent sur cette question. Il y a la question également de la formation. Il y a la question des décisionnaires. Donc sur toutes ces questions qui relèvent du passif, nous attendons du concret de la part des autorités. Maintenant, cela dit, nous avons déposé des préavis de grève dans lesquels nous avons des questions nouvelles autour desquelles nous demandons des discussions franches. Le QSEMS, qui regrette les lenteurs notées, n'exclut pas de démarrer l'année prochaine par des perturbations. Maintenant, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Ce que nous souhaitons, c'est que les nouvelles autorités prennent la pleine mesure donc, de la situation et posent les actes qu'il faut de manière à ce que nous puissions aller vers une stabilité dans l'espace. Et elles-mêmes, ces nouvelles autorités, ont dit ériger l'éducation en priorité. Mais la conséquence logique, c'est que tous les moyens soient mis en œuvre pour que très rapidement, on puisse dépasser toutes ces questions qui parasitent l'espace et qui font que justement, on a un certain nombre de difficultés. Cette rencontre, le Conseil national syndical, une instance deuxième du genre après celui du mois de janvier, se tient dans un contexte particulier. Elle va permettre au syndicat de mieux préparer son congrès prévu au mois de septembre prochain.
19e édition du sommet African Food System Forum du 31 août au 5 septembre. Le Sénégal va abriter cette rencontre. Près de 6500 participants sont attendus pour débattre sur des questions liées à l'agriculture et à l'élevage vers un avenir alimentaire durable en Afrique. C'est l'ambition du ministre Mabouba Diop, comme nous l'expliquent Fatima Touré et Mamadou Diop. Près de 6500 personnes vont prendre part au sommet annuel Africa Food System Forum qui se tiendra du 31 août au 5 septembre à Dakar. Un événement d'une grande envergure lors duquel les questions liées au développement de l'agriculture et de l'élevage seront débattues. Les participants vont réfléchir sur des programmes durables pour la souveraineté alimentaire en Afrique. Ce sommet, qui représente peut-être juste un forum, et au-delà d'être un forum, c'est plus de 6000 participants internationaux qui seront ici présents à Dakar. Non seulement pour nous permettre de réfléchir, mais aussi de développer des legacy programmes qui vont nous permettre de produire ces 1070 milliards de francs CFA dont le Sénégal importe chaque année. Si vous voyez les progrès que des pays frères comme le Maroc, comme l'Égypte, comme l'Éthiopie, l'Afrique du Sud ont réalisé, nous avons l'intime conviction que si nous agissons ensemble, à travers des plateformes comme le Forum du Africa Food System, nous avons l'intime conviction qu'on peut réussir ce pari. Aujourd'hui, le Sénégal fait face à de nombreux défis pour atteindre la souveraineté alimentaire, selon le ministre de l'Agriculture. Le Sénégal, pays riche de ses traditions agricoles et de son potentiel immense, est fermement résolu à jouer un rôle de premier plan dans la transformation de nos systèmes alimentaires. Nous devons adresser les défis nombreux et complexes, tels que la sécurité alimentaire, la nutrition, la lutte contre la pauvreté, la création d'emplois et la préservation de nos ressources naturelles dans un contexte de changement climatique aigu. Dès lors, ce forum s'aligne parfaitement avec la vision de transformation Sénégal 2050 qui place la souveraineté alimentaire au cœur de nos priorités. Durant cette cérémonie de lancement officiel du Africa Food System Forum, Mabouba Diagne a profité pour lancer un appel aux jeunes et aux femmes à venir massivement soutenir l'initiative pour la réussite de cet événement. Fatima Touré, des acteurs de la pêche ont eu finalement gain de cause à l'issue de leur concertation avec la tutelle. Un accord sur l'utilisation des filets monofilaments a été trouvé, Dr Fatou Diouf, et pour l'application d'une réglementation en toute rigueur. La voici plutôt au micro d'Habib Faye. Par rapport aux filets monofilaments, ils nous ont proposé trois solutions. La première solution, c'est d'appliquer la réglementation dans toute sa rigueur. Ça veut dire que dès demain, on pourra arraisonner toute pirogue, n'est-ce pas, qui utilise ce type de filet. La deuxième solution, ils l'ont dit, c'est qu'il faut supprimer l'article 66 du code qui interdit le filet monofilament. Mais ça, je leur ai dit que chaque fois que un article n'arrange pas quelqu'un, s'il faut le supprimer, mais il faut supprimer carrément le code de la pêche. Mais je pense que la troisième solution qu'ils ont proposé et qui est plus équilibré, c'est certes d'appliquer la loi, mais de l'appliquer progressivement en y mettant également des mesures d'accompagnement, c'est-à-dire prévoir un programme de substitution de ces filets-là. Et effectivement, nous allons discuter avec les acteurs pour nous accorder par rapport à un type de filet spécifique qui va emporter leur adhésion, bien sûr, avant de penser maintenant au programme de remplacement. Comment cohabiter avec les oiseaux en milieu urbain? L'Institut fondamental d'Afrique noire et la Faculté des sciences de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar ont organisé une journée de réflexion axée sur les oiseaux migratoires. Une observation matinale au jardin botanique a précédé les échanges scientifiques sous l'œil vigilant de Habib Faye. Tôt le matin, le jardin botanique de l'université Cheikh Anta Diop est envahi par les étudiants pour observer le défilé des oiseaux migrateurs. Cette année, la journée mondiale s'intéresse sur l'espace partagé pour bâtir des cités et des communautés conviviales pour les oiseaux.
Si vous partez dans une localité où vous ne trouvez pas d'oiseaux, vous devez vous inquiéter. Hein? Parce qu'ils ne sont pas dans des zones où il n'y a rien du tout. Donc s'il y a une rupture de chaîne, une des espèces n'a plus d'aliments, ne peut pas s'adapter, meurt, ainsi de suite jusqu'à l'homme. Si je prends l'exemple des vautours par exemple, s'ils sont exterminés, il y a 11 espèces de vautours ici en Afrique, mais 7 sont en danger critique d'extinction. Pourquoi cela? Parce que ces animaux sont persécutés et méconnus des populations. Une journée célébrée 2 fois dans l'année, un atlas qui cartographie les oiseaux du Sénégal est en phase de projet pour les chercheurs de l'Institut fondamental d'Afrique noire et de l'Université Cheikh Anta Diop. Ce n'est pas parce qu'on les aime qu'on les défend, mais c'est parce qu'ils sont importants pour nous dans notre vie de tous les jours. Donc c'est juste pour dire que ce thème il est extrêmement pertinent, qu'on devrait dans notre façon d'être, dans notre façon de concevoir les choses, de prendre en compte les autres espèces qui vivent avec nous, les autres espèces qui partagent les mêmes écosystèmes, pour que nous puissions continuer de profiter des ressources produites par ces écosystèmes-là, pour que nous continuions de trouver un environnement qui nous permette d'évoluer dans ces écosystèmes-là. Ils permettent aussi d'avoir la localisation de certaines espèces. La journée mondiale des oiseaux migrateurs est célébrée chaque année par l'IFAN. Et nous parlons de la crise migratoire persistante. L'Église catholique se mobilise autour du thème hospitalité sur la route atlantique. C'est un reportage signé Abdou Diouf Diagne, Ahmadou Bamba Samb. L'Église catholique renforce son plaidoyer pour une hospitalité accrue envers les migrants. Présent à Rufisque, l'évêque de la Mauritanie a insisté sur la dimension humaine de leur conclave. Le migrant, de manière générale, est une figure faible. Ça fait partie des catégories faibles. Et étant parmi ces catégories faibles, ben, le devoir, c'est de donner un regard positif à ce migrant. Accueillir, intégrer, aider, épauler, pour que celui qui est migrant puisse se sentir chez lui. Le monde nous appartient à nous tous. Et quelque part, nous sommes tous des migrants. Nous sommes tous des migrants. Le phénomène de la migration n'est pas né dans les dernières années. Les évêques venus d'Espagne, pays de destination par excellence des migrants, ont partagé les nombreuses actions menées par l'Église espagnole auprès des communautés locales pour promouvoir une culture d'hospitalité et de lutter contre les préjugés. Récemment, la conférence épiscopale a publié un document envisageant sensibiliser les communautés chrétiennes à l'accueil des migrants, mais aussi à que les migrants deviennent les protagonistes de leur propre intégration dans le pays. Non? Pas seulement l'objet de charité, mais ils sont capables d'être protagonistes, non? De mettre sur leurs propres mains un effort pour obtenir une place dans la société espagnole, non? L'Église souhaite incarner un pont entre les peuples en tissant des liens entre les continents. Elle espère inspirer des politiques plus humaines et solidaires. À présent, une note d'économie au Sénégal oriental, seulement des cotisations de ses membres. L'association des ressortissants de Moudéry, Oremou, vient de construire un deuxième forage d'un coût global de 233 millions de nos francs dans la commune. Une réalisation qui a poussé le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement à se déplacer dans cette localité pour rencontrer et féliciter cette communauté malgré ses multiples efforts consentis par les fils de Moudéry. Des défis demeurent toujours et c'est pourquoi ils demandent à l'État de leur prêter main forte pour accélérer le développement de leur localité. C'est un reportage de Mamadou Diouf. Avec seulement les cotisations de ses membres, l'association des ressortissants de Moudéry vient de construire un deuxième forage d'une capacité de 150 m3 dans la localité. Une réalisation qui vient régler définitivement le problème de l'accès à l'eau dans cette commune. Nous, Oremou, et le village de Moudéry, effectivement, nous avons considéré il y a quelques années déjà que l'accès à l'eau potable et à l'eau
source de vie pour nos populations était devenue une nécessité. On a fait un premier forage pour un montant de 120 millions de francs CFA, qui est devenu rapidement exigu, assez étroit pour une population qui s'agrandit. Donc nous avons tenu à renouveler notre investissement dans un nouveau forage pour un montant de 113 millions de francs CFA. Ce geste patriotique de ces populations a poussé le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement à se déplacer dans la localité pour rencontrer cette communauté. J'avais aussi un grand intérêt, celui de venir voir par moi-même et découvrir et toucher, observer ce formidable potentiel. Nous avons vu et trouvé que certains de nos compatriotes d'ici et de la diaspora avaient déjà commencé à agir et à aider leur communauté. C'est pour cette raison, mesdames et messieurs membres de Oremu, je voudrais du fond du cœur, au nom du gouvernement, vous féliciter très sincèrement et très vivement. Malgré les multiples efforts consentis par les fils de Moudéri, les défis demeurent toujours. Et c'est pourquoi ils demandent à l'État de les prêter main forte pour accélérer le développement de leur localité. Nous pouvons faire des actions dans la santé, nous pouvons faire des actions dans l'éducation, nous pouvons faire des actions dans l'agriculture et dans d'autres domaines. Mais les infrastructures, c'est un domaine beaucoup plus costaud. C'est un domaine qui dépasse un peu nos capacités aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous avons lancé un appel aux ministres et à l'ensemble du gouvernement de faire en sorte que cette région, ce département puisse être désenclavé. Nous ne souhaitons pas que le Dandé-Mayo s'arrête dans la région de Matam. Moudéri se situe dans le département de Bakel. Et les fils de ce terroir n'ont qu'une seule ambition, faire de leur localité une ville moderne et attrayante. De Bakel, cap sur le nord du Sénégal, la ville de Saint-Louis va abriter du 28 mai au 1er juin le Festival international de jazz pour sa 33e édition. De grands noms de ce genre musical afro-américain y sont attendus. Le comité d'organisation a fait face à la presse. Idriss Benjeloum est le président de l'association de Saint-Louis Jazz. Il est au micro de Ousseynou Diop Abibsek. C'est un événement culturel majeur qui contribue non seulement à la valorisation de notre patrimoine musical, mais aussi à la promotion de notre culture et de notre belle ville sur la scène internationale. Aussi, nous sommes ravis de vous informer que la préparation de cet événement, souhaitons rappeler que le Festival de jazz de Saint-Louis constitue une véritable vitrine de notre culture. Il constitue non seulement un levier crucial pour le développement économique, mais il se révèle également être un formidable catalyseur pour rassembler nos communautés, préserver notre patrimoine, encourager la création, soutenir les acteurs culturels et dynamiser les industries créatives. Votre engagement est indispensable pour assurer le succès de cet événement. Ensemble, faisons en sorte que le Festival de jazz de Saint-Louis continue de briller et de promouvoir notre richesse culturelle sur la scène internationale. Ensemble, faisons de Saint-Louis un carrefour de la culture et de la musique. Et puis en sport mondial beach soccer 2025 aux Seychelles, le Sénégal s'arrête hélas en demi-finale. Il est battu par la Biélorussie sur le score de 5-2. Un revers au goût amer pour le sélectionneur national Ngala Sylla qui regrette les erreurs commises mais garde des visées sur une place sur le podium ce dimanche. C'est un compte rendu signé Cheikh Sadibou Diarra. Mondial du Sénégal en beach soccer cette année. Le rêve de l'équipe nationale est brisé par la Biélorussie en demi-finale. Une défaite sur le score de 5-2. On a du mal à débuter le match et après voilà, on a encaissé un but au cours du jeu. On avait même la première occasion du match par Mamadou Sylla qui l'avait raté de justesse. Et après voilà, c'est la première fois aussi qu'on nous devance. C'était une équation inconnue durant ce tournoi, mais après voilà, il fallait se remettre. On a égalisé, mais malheureusement, on n'a pas pu gérer le match. Donc c'était un jour sans. On a vu beaucoup de balles de poteau. Donc on a vu aussi des fautes, que ce soit sur le Sano qui
discutable. Mais après, voilà, il faut accepter et continuer à jouer. Et après, voilà, on a encaissé 2 buts d'écart. Il fallait continuer à courir devant une équipe très forte comme la Bélarussie. Donc, on a vu que vraiment, il y avait de la qualité sur le jeu, il y avait de la qualité technique, tactique ou physique. Donc, et mentalement aussi, ils étaient bien en place. Donc, nous aussi, voilà, on n'a pas démérité. Donc, on a fait aujourd'hui des erreurs qui sont impardonnables, donc voilà, donc c'est une défaite amère, voilà, et ça nous tient de la gorge, mais après voilà, c'est le football, il faut continuer et maintenant focaliser sur le match de demain pour la 3e place. Une occasion de monter sur le podium mondial pour la première fois, et elle passe par une remobilisation rapide des Lions. Ouais, vous savez, les jeunes, il y a une grande déception, ça on ne le cache pas, même si l'objectif était très haut, parce que quand ils tombent l'année dernière, premier tour, et après, voilà, on te dit, voilà, tu fallait décrocher la Coupe du Monde. Pour moi, c'était trop ambitieux. Mais là, c'est sénégalais. On veut toujours gagner. Mais gagner, c'est un processus. Dire que tout ce qu'on a fait n'est pas bon. Donc, gagner tes 4 matchs avec la manière, avec la rigueur. Maintenant, le plus important pour moi, c'est de rentrer avec une médaille. Maintenant, là, demain, je pense que c'est un autre jour. Et après, on fera ce qu'il faut faire pour gagner le match, Inch'Allah. Déjà auteur d'un meilleur parcours que celui réalisé lors de la dernière Coupe du Monde, le Sénégal peut faire mieux que sa meilleure performance, la 4e place au Mondial 2021. Pour cela, les Lions vont devoir battre le Portugal ce dimanche à partir de 14h. Cher Sadibou Diarra, gagner c'est un processus mais aussi une stratégie en basketball. Éviter le complexe de supériorité, prendre match après match. La meilleure option pour le Sénégal dans le groupe D de l'Afro-Basket masculin 2025, c'est l'avis du sélectionneur adjoint Mamadou Gueye. Il estime d'ailleurs que la poule des Lions est assez relevée. Écoutons-le et micro de Mamadou Ndiaye. Je pense que ce sera un groupe assez relevé. D'autant plus que c'est les phases finales de la Coupe d'Afrique, donc ce sont les meilleures équipes qui vont certainement se rencontrer. Et vous savez, maintenant en Afrique, toutes les équipes se valent parce que leurs joueurs évoluent dans le très haut niveau des championnats partout au monde. Quand vous voyez l'Égypte avec une histoire de basket vraiment rayonnant. Le Mali, c'est toujours des duels vraiment palpitants. L'Ouganda, que nous connaissons moins, mais il va falloir quand même faire très attention. Essayer de jouer match après match. Essayer d'abord dans un premier temps de sortir des premières phases, la première phase, pour pouvoir aborder les autres matchs dans de très bonnes conditions. Voilà, merci à vous Mamadou Ndiaye qui a réalisé ce journal. À la régie, il y avait Pape Maguette Diakhaté aux côtés de Pierre Da Silva et Djamil Sy. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur la télévision Leader. Au revoir.